Okay, bonjour, donc je vais parler de la reconnaissance d'action dans des vidéos. Donc, je m'appelle Cordelia Schmidt, je travaille à l'INRI à Grenoble. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, le but, c'est de reconnaître des actions, comme par exemple ici, dans une vidéo, où est-ce que quelqu'un répond au téléphone, où est-ce que quelqu'un donne la main à quelqu'un d'autre. Ou alors, un autre type d'action, ce sera des activités, comme par exemple une fête d'anniversaire. Donc vous avez plein de vidéos, vous les retrouvez l'endroit où c'est la fête d'anniversaire de votre fille. Ou après, les gens ils mettent sur le web toutes sortes de vidéos curieuses, comme par exemple s'occuper d'un animal, laver l'animal, etc. Et donc les tâches, on peut les différencier en classification. Donc on a une petite vidéo, on veut savoir quel est le contenu de la vidéo. Et donc là, ici par exemple, c'est faire un sandwich, et ce n'est pas donner à manger à un animal. Ou après, de façon plus difficile, on veut savoir où, donc par exemple une heure de vidéo, où est-ce qu'on peut localiser la personne qui fait une action, donc où est-ce qu'il s'est localisé dans le temps, mais aussi dans l'image. Donc idéalement, on voudrait savoir où la personne intervient, qu'est-ce qu'elle fait et dans quel moment. Et donc, on va voir à quoi. Juste un petit exemple. Donc là, par exemple, c'est l'interaction. Donc quelqu'un boit, et c'est l'interaction avec la tasse ou il peut aussi boire du mug. Et donc là, on a la localisation et l'action et la personne et l'objet avec lequel la personne interagit. Et donc, pourquoi on voudrait faire ça? Donc, aujourd'hui, les gens mettent de plus en plus de vidéos sur le web. Donc, ce qu'on voudrait chercher, on voudrait chercher, par exemple, sur YouTube, on voudrait chercher des vidéos exemples dans YouTube, dans vos collections personnelles. Après, il y a des films sur BBC, INA, ou là, vraiment des films télévisés. Ou alors, une autre explication. Donc là, ce qu'on voudrait savoir, quel est le contenu? Donc, par exemple, vous voulez savoir si vous voulez savoir comment faire une pizza, donc vous cherchez, vous tapez recherche comment faire une pizza, et donc après, vous pouvez localiser à l'endroit où quelqu'un fait la pizza, quelles sont les différentes étapes. Ou si vous êtes par exemple un chercheur en sociologie, vous voulez savoir où et combien de fois quelqu'un fume dans une vidéo. Et donc ça permet d'analyser le contenu des vidéos. Ça peut aussi permettre, par exemple, pour faire la notation pour les aveugles, donc vous avez des aveugles qui ne peuvent pas voir ou mal voir, et donc là, vous voulez décrire quel est le contenu de la vidéo. Et pour des applications encore plus concrètes, c'est la voiture, donc la self-driving car, où là, il faut savoir où sont les piétons et quel type d'action ils font. Est-ce qu'ils marchent vers la rue? Est-ce qu'ils sont debout? Est-ce qu'ils font quelque chose d'autre? Ou aussi très à la mode aujourd'hui, c'est la vidéosurveillance, donc on veut savoir qu'est-ce qu'ils font les gens. Donc il ne suffit pas de juste savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vidéo, on veut vraiment savoir à quel endroit est la personne et quel type d'action fait la personne. Et donc, pourquoi est-ce que c'est difficile? Donc, on a des changements énormes du point de vue, des changements intra-classe. Et après aussi, dans le cas de la vidéo, évidemment, la caméra peut bouger au cours de route. Donc là, si on regarde, là, c'est des exemples pour manger. Donc là, quelqu'un mange une pomme. Et donc là, c'est complètement différent de quelqu'un à qui on donne manger avec la cuillère. Donc on peut vraiment voir pour l'action manger, on a vraiment une énorme variabilité intra-classe. Et là, donc pareil. Donc là, c'est un singe qui mange, et là, il y a quelqu'un qui est autour d'une table. Et donc on voit bien que si on n'interprète pas du tout quel est le contenu des différents objets dans la scène, on ne peut vraiment jamais savoir exactement quelles sont les différentes activités. Et donc là, les derniers facteurs, c'est le mouvement de la caméra. Donc là, on peut voir quand on a des mouvements de la caméra que finalement, il faut savoir comment éliminer ces mouvements de la caméra. Et là, un deuxième exemple, pareil, là, du mouvement de la caméra. Et donc après, il y a d'autres problèmes avec les actions qui sont beaucoup plus importants que pour les images. Donc, si on veut collectionner des données d'apprentissage, donc ce que vous avez vu, en général, la plupart des techniques qu'on utilise aujourd'hui, on fait des approches supervisées, plus récemment des approches faiblement supervisées qui émergent, mais si on fait des approches supervisées, là le problème c'est que finalement il y a plein d'actions différentes, ils n'apparaissent pas très souvent et donc finalement les collectionner pour apprendre c'est très difficile, d'accord? Et donc après, c'est ce qu'on a vu aussi
souvent, ce n'est pas que l'activité, c'est aussi la pose et l'objet avec lequel elle interagit. Donc en fonction de la pose et l'objet, c'est une action qui est différente. Et donc ça mène au point suivant. Les actions ne sont pas bien définies. Donc si un objet, l'ensemble des objets, c'est beaucoup plus facile à définir qu'une action où on peut, en fonction d'avec quel objet on interagit, dans quelle pose, on a une granularité beaucoup plus fine. Et donc, il faut regarder comment représenter les actions qui sont composées. Et donc, il y a un certain nombre d'approches qui travaillent sur des images. Donc, vous avez une image, vous pouvez bien reconnaître que la personne là, par exemple, il prend une photo. Donc là, il y a un détecteur d'humain plus un détecteur d'appareil photo. Vous pouvez savoir quelle la personne prend une photo. Mais évidemment, ce que vous voulez faire, ce n'est pas utiliser que l'information statique, mais dans les actions, il y a aussi l'information temporelle. Donc là, par exemple, si on veut savoir si la personne ouvre ou ferme la porte, on ne peut pas le savoir après à partir d'une image, donc il faudra savoir quel est le mouvement de la personne. Et pareil, si on regarde, donc là il y avait des travaux dans les années 70 qui regardaient est-ce qu'une personne peut reconnaître une action juste à partir des light dots. Donc là, on peut bien voir que la personne marche sans voir d'où ce que c'est. Donc si vous voyez juste ça, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Par contre, si vous avez le mouvement de la personne, vous pouvez bien voir que la personne marche. Et vous pouvez même inférer, si je vous montre plusieurs types de personnes, si c'est plutôt une femme ou un homme, est-ce qu'il marche vite ou pas. Voilà. Et donc après, on peut même reconnaître à partir de ça qui est-ce qui est en train de marcher. Donc ça montre bien que l'information de mouvement est complémentaire à l'information d'apparence. Et donc là, je vais donner quelques exemples pour des approches pour la classification des vidéos. Et après, je vais montrer que finalement, pour localiser les actions dans l'espace et le temps, il faut ajouter des composantes supplémentaires. Et donc, l'état de l'art aujourd'hui pour la classification des vidéos, on a des descripteurs de bas niveau qui capturent le mouvement dans la vidéo, donc soit avec des dense trajectory, soit avec des CNN au niveau de la vidéo. Et après, on a différentes manières d'agréger ces descripteurs. Et donc, un schéma qui est très utilisé, c'est les Bag of Visual Words ou des Bag of Visual Words avec des composantes statistiques. Donc, quelle est l'idée ici? Donc, ce qu'on veut, on veut distribuer, on va décrire la distribution des descripteurs à l'intérieur de la vidéo. Donc, on a une vidéo, une petite vidéo pour laquelle on a extrait des descripteurs. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est quantifier la distribution, décrire la distribution de ces descripteurs. Et donc, pour ce faire, ce qu'on fait, on a un ensemble de mots visuels, un vocabulaire, et on regarde combien de descripteurs sont affectés à ce mot visuel. Et ça vous permet d'avoir un vecteur qui décrit votre vidéo. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre un classifieur pour dire est-ce que la vidéo contient l'objet ou non. Et donc là, je vais brièvement expliquer les trajectoires denses. Donc, quelle est l'idée? Avant de faire ça, donc l'idée, c'est basé sur le flot optique. Donc, le flot optique, qu'est-ce que ça capture? Ça capture le mouvement à l'intérieur de la vidéo. Donc, un point donné dans la vidéo, vous pouvez, par exemple, ce point-là, vous pouvez le suivre à l'intérieur de la vidéo. Et la notion de matching entre deux frames d'une vidéo, c'est appelé le flot optique, c'est-à-dire pour chaque point dans la frame T-1, vous connaissez la correspondance dans la frame T. Et donc ça vous permet de suivre les points à l'intérieur de la vidéo. Et ensuite, chacun de ces points, vous pouvez les caractériser avec un certain nombre de features. Et donc là, si on regarde comment on fait, on extrait les descripteurs à des échelles multiples, les flots à des échelles multiples. À chaque niveau, on suit le flow, ça vous donne une trajectoire. Et après, la trajectoire, vous pouvez la caractériser. Un exemple de trajectoire. Donc là, c'est un ensemble de trajectoires qu'on suit dans la vidéo. Et donc, ce qu'on voit, ça suit le mouvement des personnes. Et donc, ça, c'est des techniques qui sont utilisées, qui peuvent être utilisées pour caractériser la vidéo. Mais vous pouvez aussi ajouter des techniques de clustering pour retrouver les différents mouvements à l'intérieur d'une vidéo. Et donc, une fois on a ça, on a cet ensemble de trajectoires, on peut les caractériser, par exemple, par des descripteurs de gradient, de flot optique ou
les motion boundaries, c'est-à-dire c'est les motion boundaries, c'est les dérivés du flot optique. Et donc ça permet d'être robuste à des changements de point de vue. Donc on a eu tout à l'heure un problème, c'est si on a un mouvement de la caméra. Et donc là, si on prend les dérivés du flot optique en x et y, on peut jusqu'à un certain point facturer ce mouvement de la caméra. Donc si c'est une translation, là c'est une région uniforme. Et donc si on regarde motion boundaries, ça n'y est plus là. D'accord? Donc jusqu'à un point, on arrive à les enlever. Après, ces descripteurs, ces features, on les quantifie autour de la trajectoire. Donc on suit la trajectoire. Et autour de la trajectoire, on a différentes chunks. Et dans chaque chunk, on quantifie en 8 dimensions ces composantes de flot optique. Et après, donc, ce qu'on peut montrer, donc ça capture bien le mouvement intrinsèque de la vidéo. Et par contre, donc, ce qui manque encore, on ne peut pas complètement éliminer le mouvement de la caméra. Et donc pour ce faire, on peut ajouter une composante supplémentaire où on estime le mouvement de la caméra. D'accord? Donc, on peut, à partir de 2 frames, on peut estimer à un degré de certitude près quel est le mouvement de la caméra. Donc on peut savoir est-ce qu'il y a une translation, une rotation, une homographie, donc une transformation du plan dominant entre les 2 frames. D'accord? Et si on estime ça, ça permet, en fait, si on regarde là, ça permet en fait d'enlever le mouvement de fond, donc de la caméra, et garder uniquement le mouvement de la personne. Donc là, on peut améliorer les trajectoires en estimant le mouvement de la caméra, mais c'est une technique qui est plus générale. Donc si on veut avoir le contenu de la vidéo, de la séparer en background et foreground, on stabilise la caméra et ça nous permet d'avoir juste seulement l'objet qui est en mouvement. D'accord? Et une chose qui est importante, donc c'est fait par des méthodes statistiques robustes. Donc une chose qui est importante, si l'humain c'est le plan dominant, on va estimer le mouvement de l'humain. Donc là ici, ce qu'on fait, on détecte d'abord l'humain, on enlève l'estimation, parce que le mouvement de la caméra en général, ce qu'on veut estimer, c'est le mouvement de le fond, et garder le mouvement de l'humain. D'accord? Donc il y a le mouvement du fond de la caméra et l'humain. Et donc ce qu'on veut garder, c'est l'humain. Et donc l'estimation du mouvement de la caméra, comment c'est fait? On extrait des points qui se correspondent entre deux frames consécutifs. Donc ça peut être soit le flot optique, soit des points d'entrée. Et donc ce qu'on fait après, on calcule avec une méthode robuste, l'homographie par exemple, ou la relation épipolaire entre les 2 frames, en utilisant une méthode robuste, par exemple Rorschach, c'est une méthode statistique robuste qui estime le nombre de inliers et outliers à la transformation. Et donc, à la fin, elle sait quel point correspond au mouvement dominant. Donc, c'est le mouvement dominant, évidemment. Quel point correspond au mouvement dominant et quelle est la transformation dominante. OK, et donc là, ici, ce que je disais avant, donc les humains, en général, on veut garder les humains, on veut estimer le mouvement de la caméra. Donc, ce qu'on fait ici, on applique un détecteur d'humains, on estime la relation sur les points restants, ce qu'on peut voir ici. Donc là, si on ne fait pas ça, on a des points aussi de l'humain, donc ça faut falsifier un peu l'estimation de relation. Et donc là, si on détecte d'abord l'humain, on enlève ces points qui sont sur les humains, on peut parfaitement estimer donc, le flow, le mouvement qui est que sur les humains. Et donc ça, finalement, ça permet de factoriser le mouvement de la caméra, parce que s'il y a un mouvement de la caméra, on ne veut évidemment pas classifier le mouvement de la caméra, on veut classifier le mouvement de l'humain. Donc là, on peut montrer que ça permet d'enlever le point du fond. Là, il y a quelques exemples où ça ne marche pas, c'est qu'il y a beaucoup de motion blur, donc quand les images sont de très mauvaise qualité, on n'arrive plus. Et donc là, quelques jeux de données qui sont utilisés en vision par ordinateur pour évaluer les algorithmes. Donc là, c'est un dataset avec des actions qui apparaissent dans les films, comme par exemple répondre au téléphone, sortir de la voiture, fight person, donc un combat. Après, d'autres où il y a beaucoup de sport, etc. Donc là, haircut, archery. Donc il y a différents datasets pour évaluer les méthodes. Et donc là, ce qu'on peut voir, donc là,
n'ai pas mis tous les chiffres, mais j'ai juste mis quelques chiffres que finalement les trajectoires denses donnent déjà des très bons résultats. Si on lève le mouvement du fond, on peut améliorer de façon significative. Et après, si on lève en plus le détecteur d'humain, donc l'humain pour l'estimation, on améliore encore les résultats. Et donc là, juste une petite vidéo, on montre les résultats. Donc là, pour un clip donné, donc là, stand up, sit down. Donc ça, on arrive à correctement classifier les différents clips. Là, c'est des exemples du dataset Hollywood. Vous pouvez voir que finalement, si on a bien coupé les actions en clip, donc par exemple avec un détecteur de shot, on arrive à assez bien classifier les différentes actions. Donc ici, get out of car. Donc en rouge, c'est toujours ce qui a reconnu. La handshake. Etc. Donc, vous pouvez voir que ça marche assez bien. Et donc, un autre exemple donc, qui est très utilisé donc, pour évaluer les algorithmes de classification de vidéos, c'est Tregvit Multimedia Event Detection. Donc là, les organisateurs ont demandé aux utilisateurs quel type de vidéo ils aimeraient bien retrouver sur YouTube, par exemple. Donc là, vous trouvez des exemples. Après, ils ont mis en place un jeu de données, donc avec des vidéos, un ensemble de plus que 3000 heures de vidéos de test. Donc, il faut avoir des approches qui sont rapides, ce qu'il disait Yann tout à l'heure. Il faut avoir des approches qui sont rapides. Et donc là, ce qui est intéressant, donc là, pour classifier de tels types de vidéos, ça aide d'ajouter au descripteur visuel, donc là, descripteur visuel, du texte, du audio et du speech. Donc pareil, vous avez vu des techniques pour reconnaître du texte, de l'audio. Et finalement là, pour ce clip-là, vous avez quelqu'un qui parle, vous avez des métadatas qui sont ajoutés. Et donc là, finalement, si vous regardez là, les features dominants, c'est quand même la vision. Mais si vous ajoutez l'audio, l'OCR et l'ACR, donc OCR, c'est Optical Character Recognition, c'est-à-dire on reconnaît dans une vidéo les différents caractères. Ça aide. Donc si on regarde un peu plus en détail, si on regarde la classe fête d'anniversaire, donc là, ce qu'on obtient avec les descripteurs visuels, si on ajoute l'audio, ça résulte dans un gain assez significatif. Et c'est pourquoi? Parce que finalement, les gens chantent des chansons, Happy Birthday, etc. Et donc ça aide. Et si on regarde la classe Repairing Appliance, donc ça c'est plus une vidéo où les gens expliquent ce qui se passe. Donc là, l'ASR donne de très bons résultats. ASR, c'est Automatic Speech Recognition, c'est-à-dire on reconnaissance de la parole. Donc on reconnaît ce qu'il dit une personne. Et donc finalement, comme il décrit ça, les deux ensemble, pareil, permet une augmentation des résultats significatifs. Et dernier exemple, c'est faire un sandwich. Et donc là, ce qui aide, c'est Optical Character Recognition. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que si on regarde les vidéos, finalement, il y a les produits. Et sur les produits, il y a marqué ce que c'est. Et donc, si vous reconnaissez, par exemple, qu'il y a écrit, je ne sais pas quoi, Marmite, un exemple, c'est Marmite, soit un des produits. Marmite, c'est un produit horrible anglais. Et donc, du coup, ça vous permet de savoir que c'est un anglais qui fait un sandwich. Bon, peut-être pas tout le monde est d'accord, mais bon. Et donc, juste un dernier exemple. Donc là, on a cherché en 1000 heures de vidéos, les vidéos qui correspondent à compétition à cheval. Et vous pouvez voir que finalement, l'algorithme reconnaît bien ces différentes actions. Donc, les premiers qui sont reconnus correctement sont les Riding Horse Competitions. Et donc, un deuxième exemple qui peut être plus intéressant. Donc là, finalement, si on regarde là, c'est jouer un instrument de musique. Et finalement là, si vous réfléchissez à ce que vous avez vu jusqu'à présent, les techniques ne sont pas assez fiables pour vraiment reconnaître un instrument de musique parce que vous voyez quand même un tout petit bout. Là, ici, enfin, on voit rien, ça ne marche pas. Et là, pareil, la personne, elle prend son violon, elle joue. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise là pour reconnaître que c'est tuning a musical instrument, donc tuner un instrument musical?
donc c'est le son. Donc là, c'est vraiment le son. Donc ça montre bien qu'il faut combiner et utiliser ces deux différentes modalités ensemble. Et donc là, évidemment, il y a récemment aussi des méthodes à réseau conventionnel qui ont utilisé pour améliorer la performance. Donc là, je vais montrer 3 approches récentes. Le gain qu'on obtient avec les réseaux aujourd'hui, il est moins significatif que ce qu'on a pu voir pour les images statiques. Donc en général, si on ajoute les deux types d'approches ensemble, ça fait un gain. Et donc là, la première approche, c'est une approche qui est développée à Oxford. Donc ce qu'ils font, ils combinent ces deux flux ensemble. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure déjà, combiner l'apparence et le mouvement, ça aide pour augmenter les performances. Et donc là, ce qu'ils font concrètement, ils apprennent un CNN, donc des convolutions plus des fully connected layers, comme vous avez pu voir dans le cours de Yann, sur des frames. Donc juste, ils prennent des frames individuels avec les actions, les labels d'action à noter. Et après, ils ont un flux temporel où là, en 2D, ils concatènent des frames. Donc là, en général, ils prennent 5 à 10 frames avec le flot optique. Donc ils extraient pour des paires voisins le flot optique. Ils donnent ça comme entrée au même réseau. Donc c'est un réseau très similaire avec des convolutions. Finalement, c'est ce que ça fait. Ça apprend le mouvement qui est effectué par la personne. Donc c'est le mouvement de l'action. Et donc après, à la fin, ils fusionnent les deux flux et ça montre que ça donne des résultats également de l'état de l'art. Et de façon peut-être plus intéressante, donc ce qu'on peut voir, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est dans les images, on a des convolutions 2D, d'accord? Et si on applique ça à la vidéo, et on stack juste quelques frames les uns après les autres, pareil, on a des convolutions en 2D de volume 3D, d'accord? Et donc récemment, les gens se sont dit, pour vraiment capturer le contenu de la vidéo, il faut faire des convolutions en 3D, d'accord? Donc l'intérêt, c'est d'avoir un peu ce qu'on a vu avec les trajectoires, de ne pas rester juste dans l'image ou dans un voisinage très, très limité, mais de voir quel est l'impact de ces convolutions en 3D. Et donc là, si on regarde un peu plus en détail ce qu'on a, en fait, on a l'image et T, c'est la dimension de la convolution en 3D. Donc T, on peut prendre des morceaux plus ou moins grands, d'accord? Et après, donc pareil, on a des convolutions du max pooling, donc on réduit la dimension, et à la fin, on a un ensemble des fully connected layers. Et donc ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'avec le paramètre T, donc là vous avez vu un paramètre T, avec le paramètre T, on peut effectivement impacter la performance des résultats. Et donc ce qui est intéressant là, ce que vous voyez là, en fait, c'est... Je vais mettre en pause. Oups. Donc ce que vous voyez là, c'est on montre les filtres qui donnent les réponses les plus élevées. Et donc si on regarde les différents filtres de la couche 5, on peut voir que la plupart donnent les résultats les plus forts pour la même classe. Donc là, on visualise, est-ce que c'est la même classe ou non? Donc là, c'est toujours la même classe. Et là, ce qu'on voit, on voit les réponses à l'endroit le plus fort. D'accord? Donc on voit que vraiment, on peut vraiment visualiser qu'est-ce que ça apprend. Ça apprend vraiment dans l'espace-temps ou dans cet espace-temps, c'est la réponse maximale, un peu ce qu'on a vu dans l'image. Mais là, comme on peut jouer sur le paramètre T, on va vraiment où dans l'espace-temps ça donne la réponse maximale. Et si on regarde là, si on a que 16 frames, donc 16 frames pour extraire ces features, les résultats sont de façon moins bonne et moins pure que si on a des corrélations plus larges. Donc si c'est plus large, on apprend mieux qu'est-ce qui caractérise l'action. Et ça c'est intéressant parce que finalement les actions sont en général plus longues que juste ces 16 frames. Et donc le dernier exemple pour une approche CNN, ça c'est une approche hybride où ils prennent les trajectoires, au lieu de les extraire, les caractériser avec des features style optical flow, ils utilisent le two-stream optical, le deux flux réseau qu'on a vu tout à l'heure, pour extraire autour de ces trajectoires des descripteurs à base des CNN spatio-temporels. Et donc ils utilisent ça dans le voisinage
Donc ça, en pratique, ça marche très bien parce que finalement, c'est basé sur une représentation locale et globale à la fin. Voilà, donc là, on a vu un peu ce qui existe aujourd'hui en classification visio. Donc, ce qu'on peut dire, si on a bien localisé où dans la vidéo se passe l'action, on peut affecter un label, donc la classe, de façon assez fiable. Mais comme je disais tout à l'heure, si on veut vraiment aller plus loin et savoir vraiment ce qui se passe dans la vidéo, où sont localisées les actions, il faut en plus faire une localisation spatio-temporelle des humains, l'interaction avec l'objet. Et donc là, un exemple, donc vous avez une longue vidéo, vous voulez savoir où est-ce que l'action est localisée dans la vidéo et donc où est l'humain qui performe l'action. Et après, vous pouvez aller plus loin, par exemple aussi localiser et reconnaître l'objet. Donc ça, c'est des résultats récents. On peut voir en vert la grande truffe, donc la vérité terrain, et après notre détection. Et donc là, pareil, pour Parching Thief, vous pouvez voir, c'est très long, la vidéo est très longue, et vous voulez savoir finalement où dans cette vidéo quelqu'un est procédant, et pourquoi, parce que finalement, si vous voulez couper ou éditer vos vidéos, vos heures de vidéo, c'est très utile. Et donc, quelles sont les méthodes de l'état de l'art? Donc, les méthodes de l'état de l'art, c'est, par exemple, des approches qui sont basées sur une sliding window temporelle. Donc, vous avez une fenêtre glissante où vous extrayez pour des tailles différentes de temps, vous extrayez des features. Donc, ça vous permet de localiser où dans le temps votre action se passe. Vous pouvez également vous baser sur la détection de shot. Donc, la détection de shot, c'est des coupures où il y a un changement important dans la vidéo. Et donc ça vous permet de dire où dans la vidéo est localisée l'action. Et après, donc là, ce que je vais montrer, idéalement, on voudrait aller plus loin. Donc, on voudrait savoir pas uniquement où, mais aussi à quel endroit dans la vidéo est localisée l'action. Et donc ça, par exemple, l'exemple que je vous montrais au début, si on a une voiture qui conduit, on veut savoir pas uniquement quelqu'un marche, on veut vraiment savoir où est-ce que la personne marche. Ou pareil, si on veut voir quelle est l'interaction dans une vidéo pour savoir, par exemple, qui parle avec qui ou qui est la personne qui interagit avec quelqu'un d'autre, pareil, il faut qu'on localise l'action dans la vidéo. D'accord ? Et donc là, les approches initiales, ils sont faits la recherche spatio-temporelle avec des cascades. Et donc là, le problème, c'est si vous recherchez dans des volumes vidéo en temps et en espace, la complexité devient énorme. Donc là, vous avez une recherche complexe en n à la puissance 3. Donc finalement, votre recherche est très très longue. Donc après, des mécanismes de comment accélérer la recherche avec des cascades ont été développés. Après, il y a des méthodes récentes où, au lieu de faire une recherche dans l'espace-temps, on extrait d'abord des tubes, on classifie les tubes. Ces tubes, ça peut être soit des tubes génériques, donc des espèces de segmentation, ou des tubes basés sur des humains. D'accord ? Et là, je vais juste présenter une technique de deux techniques récentes qui sont basées sur la localisation spatiale plus une combinaison temporelle. Donc là, l'idée, c'est d'abord, on utilise des CNN pour localiser les acteurs, d'accord ? Donc les CNN qui sont basés à la fois sur l'apparence et le mouvement. Une fois on les a localisés dans la vidéo, on peut les traquer à l'intérieur de la vidéo. Une fois on a les tracks, on peut, à l'intérieur de chacun de ces tracks, on peut localiser où se passe l'action avec une approche, donc sliding temporal window. Donc sliding window, on promène une fenêtre pour localiser où se passe l'action. Et donc là, la composante de base, on extrait quelques object proposals, donc on trouve quelques localisations dans la vidéo où peut se trouver l'objet. Donc là, ici, on a utilisé ce qui s'appelle edge boxes, c'est des boîtes qui contiennent des contours à l'extérieur de la boîte. Après, plus récemment, il y a aussi des approches qui apprennent ces boîtes de façon automatique s'il y a la vérité de terrain qui est donnée. Après, à l'intérieur de chaque boîte, on extrait des CNN. Donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était les two-stream CNN de Sussman, où on a des CNN spatiales, donc qui capturent l'apparence, et des CNN qui capturent le mouvement.
on utilise ces features ensemble. Et ça permet dans chaque frame d'obtenir un score pour la personne. Et après, donc on peut voir où dans la vidéo il y a des proposals qui ressemblent à cette action. Donc ça, on a un classifieur qui classifie les différentes proposals en différentes actions au background. Donc là, c'est diving, après on a jumping et background. Donc on a différentes classes, disons jusqu'à 100, et on peut dire où dans la vidéo apparaît cette classe de façon probable. Donc ça donne une première localisation. Et après, on peut stabiliser cette détection en faisant un tracking à l'intérieur de la vidéo. Donc on prend le frame initial, et ensuite on apprend, donc le tracking, c'est l'idée, étant donné une initialisation, on veut suivre l'objet dans la vidéo. Et donc là, l'idée, c'est on a par boîte le score de la classe, et en plus, on ajoute quelque chose qui s'appelle donc Instance Level Detector, qui apprend que c'est cette instance de personnes. Donc si vous avez par exemple plusieurs personnes différentes qui courent en même temps, ça vous permet de faire la différence entre les différentes personnes. Donc vous apprenez par exemple que quelqu'un a un pull bleu et un pantalon noir et l'autre a un pull rouge et un pantalon bleu. Donc ça, c'est vraiment, ça part à partir d'une instance, apprend, pareil, donc vous pouvez utiliser par exemple un SVM, un classifieur pour classifier les fenêtres en cette personne ou pas. Et après, vous itérez ça sur votre vidéo et ça vous donne un track, plusieurs tracks de personnes. Et pourquoi c'est important de combiner ces deux? Parce que finalement, le tracker au niveau classe, ça vous rend robuste à des changements de pose. Donc on va voir dans un instant, vous avez par exemple l'action diving où il y a beaucoup de changements très abrupts et ça, un tracker normal a beaucoup de mal. Et après, le instance level, ça permet d'ajouter des modèles spécifiques d'apparence. Donc s'il y a deux personnes qui courent, ça permet de les différencier. Et après, donc deuxième approche, une fois on a ces tracks, on veut savoir où, à l'intérieur de ces tracks, la personne fait l'action. Où est-ce qu'il jette, par exemple, le bal. Et pour ça, on ajoute donc, une sliding window temporelle. Donc on fait glisser à plusieurs échelles une fenêtre sur les différents tracks et on essaye de localiser l'endroit précis où l'action est faite. Et donc là, quelques exemples de jeux de données qu'on utilise. Donc là, c'est UCF Sports. Donc on a 10 classes. On veut localiser des sports différents dans ces vidéos. Après, JHMBD, c'est plus des actions de tous les jours. Par exemple, climbing stair. Ici, c'est waving, etc. Et après, UCF 101, où là, pareil, on a des actions qui sont localisées dans l'espace et dans le temps. D'accord? Et donc là, ce que je veux montrer, donc là, finalement, ce qui est important, c'est d'avoir ces deux composantes du tracker. Ça permet d'améliorer significativement si on a juste le class level, juste l'instance level. Donc là, pour UCF Sports, on peut voir que l'instance level, donc si on n'utilise que l'apparence d'une instance, marche très mal parce qu'on ne prend pas en compte les changements très rapides. Si on ajoute le class level, ça s'améliore de façon significative. Pour JHMBD, il y a moins de mouvements très abrupts, l'amélioration est moins significative. Et donc là, comparaison à la méthode de l'état de l'art, qui n'utilise que les boîtes, mais qui n'utilise pas les trackers et le classifieur après. Donc on peut voir que vraiment le gain est très significatif en utilisant en fait de façon l'information à l'intérieur de la vidéo. Donc c'est important de ne pas utiliser que les frames, mais aussi de les combiner après pour voir ce qu'il y a dans la vidéo. Et donc là, ça c'est des résultats sur UCF Sports. Et si on regarde donc, les résultats, là. Donc en vert, c'est la ground truth. En jaune, c'est des détections. Donc on peut voir là, ça marche bien. Donc là, on a bien localisé dans le temps l'action. Donc là, c'était une des classes dont je parlais, c'est cliff diving. Il y a beaucoup de mouvements. Et donc, si on veut suivre ce mouvement sans avoir une information de classe, c'est très dur. Donc là, pareil, c'est très dur sans avoir l'information que la personne fait du ski, parce qu'elle est vraiment petite.
Et donc là, quelques cas d'échec. Donc là, pour le surfing, la boîte n'arrive pas à bien suivre. Ici et là, il y a des problèmes de tracking parce qu'il y a les deux personnes qui sont trop proches. Donc, au lieu de traquer une, ils traquent les deux ensemble donc, et détectent les deux ensemble. Et là, il y a, le label est affecté de façon incorrecte. Donc, il reconnaît ça comme basketball au lieu de reconnaître football. OK, donc on a vu qu'en utilisant des méthodes récentes de CNN, en les combinant avec des trackers pour les liens ensemble, on obtient des résultats de l'état de l'art. Donc, qu'est-ce qu'on voudra faire dans le futur? Donc, on voudrait utiliser encore plus les différentes parties de l'humain. Donc, si on veut montrer quelle est l'interaction entre un humain et son environnement, il faut avoir des modèles encore plus précis. Donc là, on a juste eu des modèles de la personne globalement. Mais si on avait des modèles, par exemple, de pose, donc ça, vous avez vu avant aussi, maintenant, il y a des algorithmes de pose qui commencent à apparaître. On pourrait utiliser ça pour localiser de façon plus précise l'interaction avec les objets. On a vu aussi que c'est très important de réfléchir comment vraiment intégrer l'information du temps, donc pas juste utiliser les approches d'image et les transplanter à la vidéo, mais de réfléchir comment on peut créer des tubes ou des localisations avec des CNN en 3D, donc avec des tubes spatio-temporels ou du tracking. Et une chose qui est vraiment très importante, c'est la collection des données. Donc aujourd'hui, les jeux de données sont trop petits et souvent, ils sont surtout pour la classification. Donc là, ce qu'il faut, c'est utiliser des méthodes semi-supervisées, par exemple en utilisant les scripts et les métadonnées pour aller plus loin et vraiment trouver des exemples de façon semi-automatique. D'accord? Et pareil, donc là, évidemment, une des questions, c'est on sait utiliser ces informations pour trouver des données brutées, mais si on a ces données brutées, comment on peut faire pour apprendre des actions à partir de ces données brutées? Donc là, je vais juste montrer un petit exemple. Donc là, on a repris des données de YouTube et on a Et donc là, on a repris des données de YouTube et on a appris de façon automatique où dans la vidéo se trouve l'action. Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas. Donc, on a appris de façon automatique à partir des clips où se trouve l'action. Et donc là, c'est l'exemple de localisation. Donc là, on est capable de trouver des actions de tous les jours de façon automatique dans les vidéos. Et donc là, ce qu'on peut voir, par exemple, ce qui ne marche pas encore parfaitement, c'est la localisation temporelle. Donc là, par exemple, l'action, donc là, c'est la grande roue, ça, c'est la détection. Elle commence un peu plus tard. Et donc ça, c'est notamment dû au fait qu'on utilise une approche relativement simple à partir de sliding window pour localiser l'action. Et ce qu'il faudra vraiment, c'est détecter à quel moment la personne met la brosse dans la bouche. D'accord? Donc vraiment aller plus en détail ce qui se passe au lieu d'avoir juste des descripteurs qui sont trop globaux, soit pour le track, soit pour la vidéo entière. Donc là, c'est l'action answering phone. Donc là, pareil, on va bien localiser et détecter les deux différentes actions. Et donc là, c'est notre exemple, c'est folding textiles, suivi par ensuite repasser. Et donc ça permet vraiment de trouver l'action dans des très grands corpus de vidéos et de les localiser et classifier de façon correcte. Donc là, c'est ironing. Oui, cleaning floor. Donc pareil, là, le problème, c'est qu'on détecte bien la personne et l'action, mais après, donc là, il y a un trou, on pense qu'il s'est arrêté, mais en réalité, il continue à nettoyer par terre.
Donc, le dernier exemple, c'est un failure case. On n'a vraiment pas du tout réussi à localiser de façon temporelle. Donc, on arrive bien à détecter la personne, mais on pense que là, comme on ne voit pas vraiment la harmonica, on pense qu'il ne joue pas. Et donc, on dit uniquement à des endroits très précis qu'il joue. Et donc, on ne se rend pas compte, comme c'est à moitié caché, que là, il continue à jouer. Donc là, finalement, la solution, ce sera de savoir où sont les mains et l'objet, et de suivre les mains à l'objet pour vraiment savoir à quel moment l'acteur joue. Merci Yann pour l'invitation. Donc je vais vous parler de description d'image et d'autres problèmes de représentation de structure plus complexes après ça. Donc qu'est-ce que la description d'image? Donc si on voit une image ici, la classification d'image consisterait à dire qu'il y a un bébé dans la photo, par exemple, ou un biberon. La description d'image consisterait plutôt à essayer de décrire une phrase qui décrirait le contenu de la photo dans un anglais correct, en l'occurrence. Là, je pense qu'on pourrait le faire en français, mais les expériences ont été faites en anglais. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut être capable d'écrire toute une phrase qui non seulement est dans un anglais correct, mais qui, en plus, décrit l'image correctement. Alors, on a développé l'an dernier un tel système qu'on a appelé NIC, pour Neural Image Captioning, notre descripteur d'image neuronale. Alors, notre descripteur d'image neuronale ne répond pas à la même chose qu'un être humain, mais il donne une phrase correcte en anglais qui décrit correctement la photo. Et puis, si on lui redemande une autre fois, il va refaire la même chose, il va encore trouver une autre phrase qui décrit de manière correcte la photo, mais avec une autre phrase encore. Donc c'est intéressant, ça génère à chaque fois des phrases différentes qui sont généralement correctes, en tout cas en anglais, elles sont correctes, et parfois elles décrivent correctement l'image. Nous y reviendrons. Alors comment peut-on faire un modèle comme ça? Bon, il y a plusieurs étapes pour y arriver, et puis je vais essayer de passer un peu à travers toutes ces étapes. Donc il y a un réseau à convolution, vous vous en doutez, pour les images. Il y a une façon de représenter les mots dans les phrases. Il y a une façon de représenter les phrases avec des réseaux récurrents. Il y a un framework récent qui s'appelle Sequence to Sequence qui permet de mettre tout ça bout à bout. Et ça nous permet d'entraîner notre modèle qu'on appelle NIC. Après ça, si j'ai le temps, je vais vous parler de quelques extensions à ce modèle qui font qu'il marche mieux et puis comment représenter d'autres données qui sont un peu plus complexes encore que des séquences. Alors, je pense que vous avez déjà eu plusieurs fois l'occasion de voir un réseau à convolution. Comment ça fonctionne, vous le savez déjà. Je vous donne en 3 phrases ce que ça fait. On prend une image, on part des pixels de l'image, et puis on va passer la représentation de base de ces images à travers une succession de fonctions non linéaires, potentiellement, qui vont transformer l'image petit à petit jusqu'à être capable de donner une représentation à la fin qui pourra classifier l'image en un certain nombre de classes qu'on aura prédéterminées. En l'occurrence ici, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un bateau ou un oiseau, à partir seulement des pixels. Donc, tout cet ensemble de fonctions mis bout à bout et la caractéristique qu'on peut calculer le gradient à travers ces fonctions-là, ce qui fait qu'on peut entraîner les paramètres de chacun de ces blocs-là jointement afin de résoudre... Je vais essayer d'enlever ce petit machin qui dépasse ici, excusez-moi. OK. Voilà. Très bien. Donc on peut entraîner toute cette fonction non linéaire en même temps à l'aide du gradient stochastique, souvent plutôt mini-batch. Donc on voit une petite collection d'images exemples pour lesquelles on connaît la réponse. On calcule l'erreur que ces images actuelles font sur le modèle, et puis on calcule l'influence de chacun des paramètres dans la fonction sur l'erreur, et on modifie les paramètres afin de minimiser l'erreur en conséquence. Donc, même si ça fait quelques décennies que ce genre de modèle existe, ça ne fait que quelques années que ça marche de manière spectaculairement mieux. Et ce qui s'est passé, c'est beaucoup de choses, notamment
plusieurs sortes de non-linéarité et de trucs qui permettent d'améliorer la façon dont le gradient passe à travers la fonction, mais aussi évidemment des plus grosses bases de données et puis des processeurs différents, des GPU et beaucoup de processeurs comme ça. Donc ça aide beaucoup et c'est ce qui a probablement aidé à rendre la technique maintenant très très bonne. Donc on sait prendre une image et on sait la classifier, c'est bien. On sait ce qu'il y a dans l'image, mais comment est-ce qu'on fait pour transformer ça en une phrase qui décrit le contenu de l'image? Il y a d'autres choses à faire et je vais essayer de passer à travers ça. Donc, la première chose à dire, c'est qu'il y a plusieurs versions de ce genre de réseau à convolution. Celui sur lequel nous, on va travailler s'appelle GoogleNet, qui a été développé donc à Google, et qui a cette forme un peu bizarre qui ressemble à un dragon, dans lequel on rentre l'image ici, puis à la fin, on doit la classifier. Ça devient de plus en plus compliqué, ces modèles. Il y a des compétitions à chaque année, et puis chacun essaye de faire un modèle un petit peu plus compliqué pour battre le précédent. Cette année, nous n'avons pas gagné. Une autre équipe de Microsoft Asia a fait un modèle encore plus compliqué que le nôtre, qui avait 150 niveaux, 150 étages, et qui a fait légèrement mieux que le nôtre. Donc, il y a une sorte de compétition sur la complexité de ces modèles qui n'arrête pas. Très bien. Bien. Passons à autre chose. Comment peut-on représenter des mots maintenant autrement que comme des classes pour un réseau qui faudrait juste classifier? Alors, la première chose, disons, l'approche de base pour représenter des mots, ça serait de dire chaque mot va avoir une représentation sous la forme d'un vecteur de 0 et de 1, où il y aura un 1 dans la position qui correspond au mot et 0 pour les autres. Donc, si on a 5 classes, on va avoir 5 classes, on va avoir un vecteur de 5 valeurs 0 ou 1 qui représente de manière unique chaque mot. Sous la forme d'un hypercube, ça ressemblerait à ça, où les mots se retrouveraient dans les coins de l'hypercube. C'est bien, mais ça a pas mal de désavantages. Le premier, c'est que dans cet espace-là, tous les mots sont aussi loin les uns des autres. Et en plus, le nombre de mots qu'on peut représenter dépend du nombre de bits qu'on peut mettre ici de manière assez restrictive. Donc, peut-être que ce qu'on peut faire d'un petit peu mieux, c'est de décider maintenant que les mots, au lieu d'être dans tous les coins, ils vont être à l'intérieur de l'hypercube. Donc, un mot sera maintenant représenté par un vecteur de nombre réel plutôt qu'un vecteur de nombre binaire. Et ça a l'avantage qu'on peut mettre autant de mots qu'on veut là-dedans. Donc, on n'est pas restreint à la taille de l'hypercube. Et l'autre chose, c'est qu'on peut décider où mettre ces mots. Et donc, idéalement, on voudrait mettre des mots à l'intérieur de l'hypercube de telle sorte que deux mots qui ont une signification proche, par exemple ici, Berlin et Paris sont deux villes européennes, on aimerait qu'ils aient une représentation similaire, si bien que si on se trompe, on va se tromper avec des mots qui ont une représentation similaire et qui, le sens qu'on lui donnera ne sera pas trop loin. On aura l'air moins fou quand on se trompe. Donc, ça peut être pratique. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une représentation comme ça plutôt qu'une représentation comme ça? À travers les années, il y a eu plusieurs propositions et elles sont à peu près toutes équivalentes. Et elles sont très simples, en fait, et c'est ça qui est intéressant. Et, afin de trouver des représentations de mots intéressantes, on n'a même pas besoin d'avoir de corpus qui nous dit Paris devrait être proche de Berlin. À la place de ça, on va prendre un corpus de texte normal. En l'occurrence, là, on a pris Wikipédia, qui est l'ensemble de tous les documents qu'il y a sur Wikipédia. Et avec ça, on peut juste le corpus de texte sans aucune autre information que un texte en anglais qui décrit des choses intéressantes. On peut essayer de trouver une représentation intéressante des mots. Donc, une approche s'appelle Word2Vec, consiste à l'algorithme simple suivant. On prend tout notre corpus de texte, on va initialiser la représentation de nos mots de manière aléatoire, puisqu'on ne sait pas où ils devraient être. Et puis ensuite, on va avoir un processus itératif qui va essayer d'améliorer la représentation des mots, un mot à la fois, en choisissant un mot aléatoirement dans le corpus de texte, puis un mot qui se trouve pas loin. Donc on prend l'hypothèse que deux mots qui se trouvent pas loin dans un corpus de texte ont un sens proche, ou disons sont reliés sous une forme ou sous une autre. Donc on prend deux mots proches l'un de l'autre et on essaye de modifier leur position dans l'espace vectoriel, dans l'espace d'embedding, de telle sorte qu'ils se rapprochent un petit peu l'un de l'autre. Et on fait ça de manière itérative pendant quelques heures.
Et à la fin, on arrive à quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire que les mots qui ont un sens proche sont proches. Et une autre approche consiste à la place à faire une seule passe à travers les données pour récolter des statistiques. Donc on compte combien de fois telle paire de mots se retrouvent ensemble dans le corpus. Et une fois qu'on a toutes les statistiques, on peut appliquer un algorithme du genre optimiser le fait que le produit de deux vecteurs donne l'information mutuelle de ces deux vecteurs-là, telles que les statistiques l'ont trouvé dans le corpus de texte. Donc ça marche bien. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a appris? Il se passe des choses assez intéressantes. En effet, les mots qui ont un sens proche vont se retrouver proches dans l'espace d'embedding. Alors, par exemple, si on prend le mot Tiger Shark, en supposant que le mot Tiger Shark est un seul mot, même s'il y a un espace, si on regarde dans l'espace d'embedding quels sont les autres mots les plus proches, on va trouver tous ces mots-là qui sont d'autres sortes de requins. Si on prend le mot car, on va trouver tout proche tous ces mots-là qui sont des espèces de voitures et autres trucs bizarres comme dealership, mais qui sont quand même reliés aux voitures. De manière plus générale, si on prend l'espace d'embedding et qu'on le réduit à une représentation 2D, avec une technique qui s'appelle t-SNE, dont je ne rentrerai pas en détail, et qu'on donne une couleur à chacun des points qui correspond à une sorte de métaclasse qu'on a en tête, par exemple, si on prend tous les oiseaux, et il y a beaucoup de sortes d'oiseaux, et qu'on leur donne la couleur bleue, on va voir que tous les oiseaux vont se retrouver tous ensemble dans cet espace. De même que tous les reptiles vont se retrouver ensemble et tous les insectes vont se retrouver ensemble. Donc on a, sans avoir eu besoin à l'apprentissage de dire que ces deux mots sont des oiseaux, ils se sont retrouvés naturellement ensemble, simplement parce que dans beaucoup de textes, les oiseaux peuvent être interchangeables les uns par rapport aux autres, et donc ils ont retrouvé une représentation similaire. Il y a d'autres choses intéressantes qui arrivent de manière naturelle lorsqu'on applique ces algorithmes d'embedding, donc pour trouver la position des mots dans un espace. On trouve que naturellement, les positions des mots vont avoir une relation sémantique ou syntactique. Donc, par exemple, si on prend la position, donc le vecteur qui représente le mot Rome, et qu'on lui soustrait le vecteur qui représente le mot Italie, et qu'on lui additionne le vecteur qui représente le mot Germany, on arrive à un point dans l'espace, et quand on demande quel est le vecteur, le mot le plus proche dans cet espace, il se trouve que c'est le mot Berlin. Donc, en gros, Rome est à l'Italie, ce que Berlin est à l'Allemagne. Et ça marche pour d'autres types de relations, du genre hot est à hotter, ce que big est à bigger. Et donc, encore une fois, on a découvert ça de manière non supervisée, en quelque sorte. On n'a pas eu besoin de donner cette information de relation, elle s'est découverte tout seul, juste par la position des mots dans un texte de corpus normal. C'est bien. Donc, on sait comment représenter des mots, mais qu'en est-il des phrases? Parce qu'à la fin, on va vouloir générer des phrases. Donc, il y a tout un monde qui consiste à modéliser le langage, donc des phrases, des séquences de mots. Et en général, on utilise des techniques probabilistes où on essaye de trouver une représentation d'une séquence de mots de telle sorte qu'on va maximiser la probabilité de générer une séquence de mots qui viennent d'une phrase donnée, d'une langue donnée, par exemple en anglais. On voudrait que la probabilité d'une séquence de mots anglais soit plus élevée que la probabilité d'une séquence de mots qui ne serait pas de l'anglais correct. Donc on veut essayer de trouver un modèle qui va maximiser la probabilité de séquences de mots corrects dans cette langue. Cette probabilité jointe, on peut la représenter sans perte de généralité par un produit de probabilité conditionnelle de chacun des mots étant donné les précédents. Et à partir de là, il s'agit de modéliser, donc il y a plusieurs approches pour essayer de représenter ces produits-là. L'approche classique qui fonctionne encore à beaucoup d'endroits consiste simplement à compter. Donc on va compter le nombre de fois qu'on retrouve ces termes-là. Évidemment, ces termes-là sont de taille variable et à un moment donné, on n'est pas capable de compter toutes les possibilités. Donc on va s'en tenir à ce qu'on appelle des n-grammes. On va juste compter toutes les occurrences de 4 mots ou de 5 mots. Mais on ne va pas être capable de compter les occurrences de 52 mots, parce qu'il y en aurait trop. L'alternative, c'est d'utiliser un réseau de neurones récurrents. Dans un réseau de neurones récurrents, on va pouvoir compter, entre guillemets, ou en tout cas représenter, toutes les séquences de mots, peu importe leur taille. Et on va le faire en disant que ce produit-là, ou cette probabilité conditionnelle, va être représentée par la probabilité donc, de générer un mot, étant donné la variable d'état.
Et cette variable d'état sera une fonction de la variable d'état au temps précédent et du mot précédent. Donc là, il y a une espèce de récurrence qui fait qu'on peut voir qu'à travers la récurrence, chaque mot dépend du mot précédent et de tous les mots précédents à travers la variable d'état. Si la variable d'état est suffisamment riche, en théorie, elle peut représenter en effet n'importe laquelle de ces combinaisons-là. Et c'est le travail du réseau récurrent de trouver la bonne représentation à partir des données. Pour vous donner un exemple donc de ces réseaux récurrents, ici voilà une représentation graphique de ce que ça donne. On a donc le premier mot, on le passe à travers une fonction qui nous donne cette variable d'état. De cette variable d'état, on va essayer de produire la probabilité du mot suivant, mais on va aussi utiliser la variable d'état pour la combiner avec le deuxième mot, trouver la probabilité du troisième, combiner avec le troisième, trouver la probabilité du quatrième, etc. Et on va entraîner ce modèle-là par descente de gradient, comme on l'a fait pour les réseaux convolution, par exemple. Pour vous donner un exemple, on a à l'intérieur de Google un corpus qu'on appelle Google News Corpus, qui est les nouvelles qu'on récupère dans Google News. Et là, c'est un corpus d'1 milliard de mots. Donc, on peut essayer de modéliser ce milliard de mots pour voir ce que ça peut donner. Donc, si on utilise une technique classique qui consiste à compter l'occurrence, en l'occurrence de 5 grammes, on utilise des techniques de régularisation dont je ne rentrerai pas en détail. On peut mesurer ce qu'on appelle la perplexité. Alors, la perplexité, c'est un nombre qu'on aimerait faible. On n'aime pas être perplexe. Et ça représente en gros le nombre de choix qu'on a quand on doit prédire la probabilité du prochain mot. Donc, en gros, là, ça veut dire, parmi l'ensemble de tous les mots du dictionnaire, j'en ai environ 74 qui pourraient être le prochain. Si on utilisait un réseau de neurones récurrents, on peut descendre ça à 51. Puis si on commence à être un petit peu plus pointu sur le type de réseau récurrent et on fait un petit peu plus de travail et qu'on utilise un petit peu plus de mémoire, on peut descendre à environ 30 pour le même corpus. Donc on voit que les réseaux récurrents bien entraînés permettent de réduire la perplexité, donc de mieux représenter les textes. Bien, donc on sait représenter des mots, on sait représenter des phrases. Maintenant, il faut qu'on mette un petit peu ça ensemble. Il y a un framework qui a été proposé il y a quelques années qui s'appelle Sequence to Sequence. L'idée, c'est non seulement je veux représenter une phrase, une séquence de mots, mais je voudrais représenter une phrase étant donné une autre. Donc, en l'occurrence, là, je voudrais représenter la probabilité de y1 à yt' étant donné x1 à xt. Donc, notez le prime, la séquence ici est potentiellement de taille différente de la séquence là. Donc, ça devient un petit peu plus compliqué, mais dans le fond, on peut très bien représenter cette probabilité, encore une fois, par un produit de probabilité conditionnelle de chacun des mots de y, étant donné les mots précédents et puis tous les mots de x. Donc, de manière graphique, on peut utiliser ça pour faire de la traduction automatique, par exemple, en ayant un réseau récurrent qui va lire les mots de la phrase ici en français, x1, x2, x3, x4, jusqu'à ce qu'il lise le mot qui dit « j'ai fini de lire le français ». À partir de là, le réseau récurrent continue et commence à produire les mots en anglais, y1, y2, y3, y4, étant donné les mots précédents à chaque fois. Et donc, on peut entraîner ce modèle de manière jointe. On peut décider d'avoir des paramètres différents dans chacun des morceaux, parce qu'on suppose que les mots en français et en anglais ne sont pas représentés exactement de la même façon, ou on peut décider qu'ils le sont, ça dépend. Donc, cette façon d'entraîner des réseaux récurrents pour les séquences a eu beaucoup de succès dans les dernières années, donc en traduction automatique, en reconnaissance de la parole, en parsing, en dialogue, en génération de vidéos, en représentation de problèmes géométriques, et il y en a encore beaucoup plus, bien sûr. Donc, c'est très, très populaire depuis que ça a été présenté, depuis 2 ans. Ça, c'est juste un échantillonnage des papiers que j'avais trouvé l'an dernier, et il en a certainement beaucoup plus maintenant. Mais revenons à notre problème de description d'image. Donc, en fait, on va représenter le problème de la description d'image comme un problème de traduction. Et on va dire, plutôt que de traduire du français vers l'anglais, on va traduire de l'image vers l'anglais, tout simplement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va reprendre notre idée de sequence to sequence, mais on va remplacer la séquence initiale par un système de traitement d'image. Donc, on prend notre image, on va la passer à travers notre réseau à convolution du début, le Google Net,
Et en fait, on va couper la dernière couche du Google.net. La dernière couche du Google.net permet de classifier une image dans un certain nombre de catégories, en l'occurrence 1000 catégories, mais ça ne nous intéresse pas du tout pour notre tâche. Donc en fait, on va enlever cette couche et on va garder simplement la couche juste avant, qui est la couche qui représente de manière distribuée ce que le modèle a compris de l'image sous la forme d'un grand nombre de nombres réels. Ce grand nombre de nombres réels qui est ici, on va le passer à travers une petite transformation qui va la transformer en fait en un embedding de mots, parce que c'est ce qu'on va utiliser pour représenter les mots dans notre réseau récurrent. Donc chaque mot ici va être représenté par un embedding de mots. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, et sera en entrée d'un réseau récurrent qui essaye de produire une phrase. Donc on a un modèle complet qu'on met bout à bout et dont l'objectif générique, c'est de maximiser la probabilité de générer la bonne phrase étant donné l'image. Donc on veut maximiser la probabilité de la sentence, de la phrase étant donné l'image. Et puis tout ça, il y a des paramètres ici, il y a des paramètres dans l'embedding, il y a les paramètres dans la fonction non linéaire de récurrence, il y a des paramètres dans le softmax à la fin qui décident c'est quoi les mots. Tous ces paramètres vont être entraînés jointement afin de résoudre le problème générique de générer la bonne séquence de mots. Donc, on s'est mis à travailler là-dessus quand on a vu qu'il y avait cette nouvelle base de données qui s'appelle Microsoft Coco, générée et produite par Microsoft. Merci Microsoft. Qui, à l'époque où on a travaillé là-dessus, avait 80 000 images. Chaque image avait été annotée par des êtres humains en termes de phrases. Donc, chaque image avait 5 phrases différentes décrivant l'image. Donc, on a pris cet ensemble, on l'a séparé entre nous entre 75 000 images d'entraînement et 5 000 images d'évaluation. Et puis, on a créé notre espèce de monstre où on a mis bout à bout un Google.net, un réseau récurrent de type LSTM, des embeddings de mots, et puis le tout avec un dictionnaire de mots pour générer les phrases qui avait un peu moins que 10 000 mots. Donc, pour vous donner un exemple, 10 000 mots, c'est très petit. Le genre de phrase qu'on peut générer est relativement contraint, mais était suffisant pour représenter les 80 000 fois 5, 400 000 phrases de la base d'entraînement. Donc, on a travaillé là-dessus, on a soumis un papier à CVPR, et puis on a commencé à... quand on a soumis le papier, on était naïf, on croyait qu'on était les seuls à travailler là-dessus. Bien sûr, on avait tort. Donc, on a comparé à des baselines qui étaient relativement simples. Donc là, il faut que je vous dise un petit peu comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un modèle qui génère des mots fonctionne. Ce n'est pas si simple. Ça ressemble en fait à un problème de traduction. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un modèle de traduction fonctionne? Ce n'est pas si simple non plus. On utilise des techniques, en l'occurrence cette méthode, la méthode bleue, consiste à compter le nombre de mots qu'on a en commun entre la phrase correcte et la phrase générée par le modèle. On peut compter le nombre de un mot correct, le nombre de 2 mots consécutifs corrects, le nombre de 3 mots consécutifs corrects, et en l'occurrence là jusqu'à 4. On peut pondérer ces comptes corrects et puis on arrive à une métrique qui s'appelle bleu, donc le plus haut, le mieux. Et là, on a compris qu'on mesurait très mal ce qu'on faisait quand on s'est rendu compte que notre modèle avait l'air d'être meilleur qu'un être humain. Vous vous en doutez, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est certainement pas aussi bien qu'un être humain. Donc, en général, ça veut dire que la métrique est mauvaise. Malheureusement, les autres métriques sont à peu près du même ordre et ce sont des variations de la première. Donc, on n'a pas de très, très bonnes métriques pour mesurer ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Faut l'essayer. Il y avait avant, à l'époque où on a soumis le papier, il y avait d'autres bases de données beaucoup plus petites, beaucoup moins riches, sur lesquelles il y avait un peu de travaux qui avaient été faits. Et donc, on a aussi comparé notre modèle là-dessus. Et puis, bon, pour résumer, notre modèle était meilleur que toutes les autres techniques à cette époque-là. Donc, on était contents. Voici quelques exemples de ce que ça donnait à l'époque. Donc, voilà, par exemple, notre modèle dit « A man feeding a giraffe at the zoo ». Ça semble raisonnable. « A street sign on the side of the road ». Jusqu'ici, tout va bien. « A small dog is sitting on a chair ». Ça va, mais ça ne marche pas tout le temps.
Donc là, je pense que la plupart d'entre vous connaissez cette photo. Je ne sais pas si vous la voyez en bleu et noir ou en blanc et or. Personnellement, je la vois en blanc et or. Mais en tout cas, notre modèle, lui, il n'a pas vu ça du tout. Il a vu une sorte de vase avec des fleurs. J'aimerais quand même noter que la phrase est correcte. Mais elle ne décrit pas vraiment la photo. Et en fait, j'ai choisi cette photo parce que je trouve que ça démontre essentiellement tout notre échec. On a vraiment cru que la difficulté dans le problème, c'était de générer une séquence de mots correcte, alors que la vraie difficulté, c'est de comprendre ce qu'il y a dans l'image. Et comprendre ce qu'il y a dans l'image, c'est beaucoup plus dur que de générer une séquence de mots correcte en anglais. En fait, nos modèles de langue sont assez bons, en l'occurrence, quand il y a peu de mots pour les décrire, donc lorsque le dictionnaire est relativement petit. Donc, ça, c'était un exemple de failure, d'échec. Lorsqu'on a soumis notre papier, on était naïfs, comme je disais, on croyait qu'on était les seuls à travailler là-dessus. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait 7 ou 8 autres laboratoires dans le monde qui avaient en même temps utilisé la même base de données et produit des modèles assez similaires aux nôtres à bien des égards. Et donc en fait, il y a une compétition qui a été lancée à travers toutes ces équipes. Et bon là, sans rentrer dans les détails, il y avait plein d'équipes en fait qui ont participé. À la fin, on s'est retrouvé quand même à gagner la compétition avec Microsoft, mais le monde académique n'était pas loin, je vous rassure. Il n'y a pas que des grosses compagnies qui peuvent travailler là-dessus. L'équipe de Montréal-Toronto était à 2 doigts de nous. Bon, pour pouvoir gagner cette compétition, il a fallu qu'on fasse un petit peu plus que ce que je vous ai raconté. Alors, je voulais juste vous raconter quelques trucs qu'on a utilisés pour pouvoir arriver à gagner les quelques poussières qui nous permettaient de gagner cette compétition. Un des trucs en particulier, donc c'est un papier qu'on a présenté à la conférence NIPS en décembre dernier. Donc, lorsqu'on génère une séquence de mots, on utilise, je vous ai déjà parlé de ces équations, donc on doit générer une séquence de mots, on la factorise en disant on va essayer de maximiser la probabilité d'un mot étant donné les précédents, et on représente ça par un réseau récurrent, dont voici la récurrence. Graphiquement, ça ressemble à ça. Donc, on met en entrée l'image, puis ensuite, à chaque étape, on met le mot précédent, on a la variable d'état et on produit le mot suivant. Notez qu'à chaque fois, on va donc mettre le mot précédent qui est dans notre base d'entraînement. C'est comme ça qu'on va entraîner le modèle, avec un coût qui consiste à maximiser la probabilité jointe. Jusqu'ici, tout va bien. Mais dans la vraie vie, quand on va l'utiliser pour générer des phrases du genre un vase, je ne sais plus comment, avec des fleurs, on va se retrouver à faire des erreurs. On va générer un mot et ce mot-là ne sera pas nécessairement le mot correct. Une fois qu'on aura généré ce mot incorrect, on va le mettre en entrée du modèle pour générer le mot suivant. Et on va voir qu'il va y avoir une combinaison d'erreurs qui va s'ajouter dans le modèle et qui va potentiellement nous faire diverger assez vite d'une phrase vers une autre, tout en générant une phrase correcte, parce que la relation entre 2 mots consécutifs va être conservée quand même assez bien. Donc, on va garder des séquences de mots qui sont correctes en anglais, mais qui ne décrivent peut-être pas correctement l'image en l'occurrence. Donc, si la base de données d'entraînement est petite, ce qui était notre cas, on peut rapidement se trouver dans un espace des paramètres qu'on n'a pas très bien entraîné. On se retrouve avec des combinaisons où on met en entrée un mot qu'on n'avait peut-être pas souvent vu et qui va générer un mot encore moins vu, etc., etc. Donc, il y a peut-être un risque qu'on se retrouve à générer des phrases qui n'ont aucun sens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ce genre de problème? Ben, on peut utiliser une technique que je pense que mon frère a appelée le curriculum learning, donc, qui consiste à essayer d'apprendre un peu comme les êtres humains en commençant par des problèmes simples et en compliquant les problèmes à travers l'apprentissage. Donc, on pense que c'est assez compliqué d'apprendre à résoudre ce genre de problème, mais on peut commencer par la partie simple qui est je vais toujours montrer
au modèle le mot correct précédent. Donc, le modèle aura toujours la vérité disponible pour pouvoir entraîner. Ça, c'est la partie facile. Mais ça ne correspond pas à comment on va l'utiliser. Quand on va l'utiliser, on va échantillonner le mot précédent. On va le prendre du modèle lui-même. Mais ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il va y avoir des erreurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que de temps en temps, on va entraîner le modèle en utilisant ce que le modèle lui-même pense du mot précédent. Et de temps en temps, on va utiliser ce que nous, on sait qui devrait être le mot précédent correct. Et puis, de temps en temps, on va faire varier. Donc, on va utiliser un processus qui va tranquillement réduire la probabilité de choisir le mot précédent correct, en augmentant donc la probabilité de choisir le mot précédent venant du modèle, qui est la situation dans laquelle le modèle se trouvera de toute façon pendant l'inférence, pendant l'utilisation pour de vrai. Donc, on veut changer tranquillement la fonction objectif du modèle en passant d'un mode facile où on donne toute l'information jusqu'à un mode où en fait on ne donne rien, si ce n'est qu'à la fin on n'a pas la bonne réponse. Donc, quelques résultats. Donc, cette technique, on a appelé ça scheduled sampling. Ça, ce sont toujours les mêmes métriques de traduction, le plus haut, le mieux. Et puis, donc, ce scheduled sampling marche mieux que si on ne l'utilise pas. Et puis, ça marche mieux que si, à la place d'échantillonner du modèle, on échantillonne d'une distribution uniforme. Mais de manière intéressante, échantillonner d'une distribution uniforme, ça marche mieux que de ne pas échantillonner, de prendre toujours le résultat. Donc, il y a quelque chose de fondamental ici qui semble supposer qu'on n'explore pas assez le modèle quand on montre seulement la vérité. Bon, il y a d'autres techniques de régularisation qui s'appellent, dans ce cas-là, dropat, qui dans ce cas-là, n'ont pas fonctionné. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, faire un ensemble, c'est ce qui marche le mieux. Donc, pour la compétition, on a utilisé en fait un ensemble de ce genre de modèle et c'est ce qui nous a permis de gagner. Donc, nous ne sommes de loin pas les seuls à travailler là-dessus. Évidemment, il y a toute une littérature essentiellement en apprentissage par renforcement, donc de gens qui ont travaillé sur des techniques similaires, mais pas dans le cadre de réseaux récurrents ou d'apprentissage en ligne. Plus récemment, nos amis de Facebook ont aussi travaillé sur une approche similaire qui marche mieux que la nôtre, je crois, mais plus récente. Donc, en fait, on travaille nous encore là-dessus. Ce n'est pas encore très clair comment bien résoudre ce problème-là. Ça semble être un problème et puis il y a encore des solutions à trouver. Je vais prendre encore quelques minutes pour vous parler d'un dernier problème. Donc, le sequence-to-sequence framework, l'idée de pouvoir transformer une séquence dans une autre, c'est très très bien lorsqu'on a des séquences de taille variable qu'on veut transformer d'une représentation à une autre. Mais qu'en est-il lorsque les données qu'on a sont de taille variable, mais pas nécessairement ordonnées de manière séquentielle? Peut-être qu'on ne connaît pas l'ordre optimal. On a un ensemble de données, une collection, mais on ne connaît pas vraiment l'ordre. Donc, on veut maximiser la probabilité d'une collection d'objets, mais on ne sait pas vraiment dans quel ordre on devait les présenter ou les produire par le modèle. On pourrait carrément oublier la structure, ça serait une mauvaise idée, ou on pourrait choisir un ordre a priori. Dans certains cas, on le connaît, et c'est ce qu'on fait dans le sequence-to-sequence. Dans certains cas, on ne le connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça? Donc, juste pour vous donner quelques exemples de quand ce genre de choses se produit. Par exemple, on a une image et puis on veut détecter tous les objets qu'il y a dans l'image. Donc là, en l'occurrence, là, il y a 4 chats dans l'image, comme vous le voyez. Je pense que vous serez d'accord pour dire que si je vous disais que ces 3-là étaient des chats, vous auriez plus de facilité à découvrir que celui-là est un chat. Donc la connaissance des détections précédentes devrait nous donner un bon indice de la détection suivante, parce qu'il y a une structure dans l'image. Alors qu'essayer de découvrir indépendamment ce qu'il y a dans chacun de ces carrés, sans savoir ce qu'il y a dans les autres, semble sous-optimal à bien des égards. Pareil pour les vidéos, on peut essayer on sait que les acteurs travaillent généralement ensemble, donc savoir qui est dans une vidéo peut nous permettre de trouver qui sont les autres. Mais il y a d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la vision qui sont similaires. Par exemple, si on veut essayer
de simuler, de produire la probabilité de variables aléatoires qui sont reliées entre elles par ce qu'on appelle un modèle graphique qui donne les conditions, comment est-ce que les variables entre elles sont reliées, leur probabilité conditionnelle entre elles. Si on connaît le graphe de probabilité conditionnelle, ben on saura qu'il vaut mieux essayer de prédire D une fois qu'on aura prédit A. Mais si on ne connaît pas cette relation, on doit prédire A, B, C, D et on ne sait pas dans quel ordre on devait le faire. Donc peut-être qu'il y a un meilleur ordre pour pouvoir produire ces probabilités qu'on ne connaît pas. Donc comment est-ce qu'on peut le trouver? Un autre type de problème, dans les problèmes NP complets, donc là c'est TreeSat, on connaît des vérités, on sait que A ou B ou non C est vrai, et on sait aussi que non A ou C ou non D est vrai, etc. On ne sait pas dans quel ordre on devrait montrer ces morceaux de vérité, et le but c'est de dire quelle est la valeur de A, quelle est la valeur de B, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Et est-ce qu'on devrait commencer par prédire B et ensuite, étant donné qu'on a décidé quelle était la valeur de B, prédire A, ou l'inverse? Ce n'est pas très clair non plus, et il y a peut-être une meilleure façon que de dire que ça va être tout simplement l'ordre alphabétique. Puis si on n'est pas convaincu, on peut aussi se dire qu'en fait, n'importe quel problème séquentiel, comme là, une phrase, pourrait être représenté sous la forme d'un ensemble non ordonné de paires où chaque mot et sa position sont représentés dans la paire. Donc là, voilà, The Man with a Hat, ben, il y a A en position 4, The en position 1, Hat en position 5, etc. Et là maintenant, cet ensemble de paires, je peux le présenter au modèle dans l'ordre que je veux. Et il y a peut-être un meilleur ordre que juste l'ordre naturel de la langue anglaise. Donc en fait, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des meilleurs ordres que l'ordre naturel quand il est connu? Ou même, lorsqu'on ne le connaît pas, comment trouver le bon ordre? La première chose dont on s'est rendu compte, c'est que l'ordre a de l'importance. Donc il y a plusieurs problèmes où, de manière empirique, on s'est rendu compte que si on jouait avec l'ordre des données, on trouvait de meilleurs résultats. Par exemple, en traduction automatique, on s'est rendu compte que lorsqu'on veut traduire, par exemple, une phrase de l'anglais vers le français en utilisant le framework de sequence to sequence, eh bien, si on renverse la séquence des mots anglais pour prédire la séquence de mots français à l'endroit, on obtient des meilleurs résultats, en l'occurrence 5 points bleus supplémentaires. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça arrive, mais vous voyez qu'il a fallu qu'on travaille ou qu'on explore l'ordre dans lequel on rentre les données pour pouvoir réussir. Il y a d'autres domaines où la même chose arrive, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça arrive souvent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les données d'entrée? En fait, pour les données d'entrée, c'est assez facile. L'idée, c'est de choisir de lire les données de telle sorte qu'ils vont être rentrés dans une mémoire quelconque. Il y a plusieurs façons de faire ça, sans que l'ordre ne soit utilisé. Donc, on les met dans la mémoire sous une forme ou sous une autre. Et ensuite, une fois qu'ils sont dans la mémoire, on va se donner l'opportunité de regarder la mémoire et de construire une variable d'état qui regarde successivement la mémoire, une étape à la fois, et qui la combine comme il l'entend pour résoudre une tâche, en l'occurrence, là, prédire des Y étant donné des X. Mais on va s'arranger pour que le processus de lecture soit indépendant de l'ordre et qu'à la place, ce soit remplacé par un processus itératif qui transforme les données et qui a accès par ce qu'on appelle un mécanisme d'attention, qui a accès à toutes les données de la mémoire à chaque itération, mais qui peut simplement les combiner de manière différente par une fonction dont on peut calculer le gradient. Donc, la fonction elle-même va apprendre à réordonner les données comme il le faut. Et je vais laisser faire les exemples et passer rapidement à la deuxième étape qui est, on sait comment gérer des données d'entrée dont on ne connaîtrait pas l'ordre. Il suffit de s'arranger que l'ordre ne soit pas tenu en compte et de laisser le modèle combiner les données comme il le veut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les problèmes dont l'ordre de sortie n'est pas connu? Encore une fois, en regardant dans les expériences du passé, on se rend compte que l'ordre de sortie a aussi de l'importance. Lorsqu'on veut modéliser des n-grammes, donc des séquences de mots, avec un modèle du genre un réseau récurrent qui maximise la vraisemblance des séquences de mots, on pourrait se demander, est-ce qu'on devrait montrer les mots à l'endroit, this is a sentence, ou à l'envers, ou choisir un ordre quelconque qui soit ni l'un ni l'autre, mais qui soit toujours le même.
Donc là, on a choisi un ordre qui est, on coupe nos phrases en paquets de 3 mots, on les renverse. Donc il y a le this is e qui est à l'envers, puis sentence point, et puis quand on manque de mots, on rajoute un indicateur de mots qui ne veut rien dire pour pader, pour remplir le blanc. Donc dépendant de l'ordre dans lequel on représente les mots pour maximiser la vraisemblance, on obtient une perplexité différente. En l'occurrence ici, ce qu'on remarque, c'est que qu'on prenne l'ordre naturel ou l'ordre inversé, ça donne la même perplexité. Donc, ça n'a pas d'importance. Par contre, un autre ordre n'aurait pas donné une aussi bonne représentation. On comprend ça, ça nous semble naturel pour les mots parce que quand on fait ça, on casse des relations de proximité. Donc, c'est naturel. Un autre exemple, c'est si on veut essayer de générer un arbre de parse, un arbre qui décrit une phrase avec des symboles du genre un sujet, verbe, complément, disons. On peut représenter ce genre d'arbre en le traversant de manière profondeur d'abord ou de manière largeur d'abord. Il doit y avoir une meilleure traduction que ça. Et on se rend compte que l'ordre de l'importance, encore une fois, si on représente depth first, on obtient une bien meilleure métrique. La métrique, c'est F1 et elle doit être grande pour être meilleure, que si on représente l'arbre de manière breadth first, même si les deux représentations sont équivalentes, il y en a une des deux qui se représente mieux avec les données qu'on a. Donc, pour ce genre de problème, on peut s'en douter, mais que faire lorsqu'on ne connaît pas l'ordre de représentation de sortie? Donc, ce qu'on a proposé dans un papier qu'on va présenter le mois prochain à Eclair, dans 2 mois, c'est de rajouter un peu d'exploration pendant l'entraînement. Donc, lorsqu'on essaye de représenter notre modèle, normalement, on maximise la vraisemblance de nos données, étant donné les entrées, mais on choisit un ordre a priori. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer tous les ordres possibles. Donc, pi de x, en fait, y de pi de x, c'est un ordonnancement qui dépend de x, des variables y. On va considérer plusieurs de ces ordonnancements et on va prendre le meilleur ordonnancement possible pour cet exemple-là. Et c'est celui-là qu'on va essayer de maximiser pendant l'entraînement. Donc pendant l'entraînement, on va passer beaucoup plus de temps. On va essayer de considérer plusieurs façons d'ordonner les exemples de sortie. Et la meilleure sera celle qu'on va choisir pendant l'entraînement pour optimiser le modèle. Et on va faire ça et pendant l'entraînement et bien sûr en test, lorsqu'on aura une nouvelle phrase, on va appliquer la même technique. On va chercher plusieurs ordonnancements et on va prendre le meilleur. En fait, on peut montrer que la façon dont on apprend ce genre de modèle est reliée à une technique de reinforcement learning assez connue qui s'appelle reinforce. Donc, ce n'est pas surprenant que ça marche. Bon, le genre de problème sur lequel on a travaillé, c'est des problèmes du type des problèmes jouets. Donc là, encore une fois, il s'agissait de voir comment représenter des 5 grammes, donc des phrases de 5 mots, en représentant les mots comme des paires, comme je l'ai dit, donc « this is 5 grams ». On s'est demandé, juste pour voir comment ça fonctionnait, si on n'entraînait que sur des ordonnancements naturels ou sur un autre ordonnancement artificiel, qu'est-ce que ça donnerait? Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur les ordonnancements naturels, la perplexité est la meilleure. Sur un autre ordonnancement aléatoire, mais toujours le même, la perplexité est moins bonne. Là, maintenant, supposons qu'on ne sache pas c'est quoi le bon ordonnancement. On en prend les 2 ordonnancements, on ne les connaît pas, mais on sait que c'est un des 2. On entraîne notre modèle avec les 2 ordonnancements possibles. Donc là, on a ce nouveau max qui apparaît. On va essayer les 2 ordonnancements possibles. Et on se rend compte que même si on ne connaissait pas le bon ordonnancement, le modèle est capable de trouver le meilleur tout seul. En fait, si on essaye tous les ordonnancements possibles, donc on fait le vrai max, il arrive aussi à trouver le bon ordonnancement tout seul. Donc là, bon, 5 factoriel, ce n'est pas très impressionnant, je l'admets. Mais je pense que ça donne une idée que l'idée de chercher une information qu'on ne connaissait pas a priori pendant l'entraînement aide quand même le modèle à le découvrir par lui-même. Voilà, je vais conclure en résumant. Donc, je vous ai présenté comment on pouvait faire de la description d'images. Il y a quelques problèmes à résoudre du genre quand on génère des séquences de mots, comment faire pour générer des séquences de mots qui sont raisonnables malgré le fait que la procédure d'entraînement laisse passer des séquences de mots qu'on pourrait ne pas avoir vues. Et puis, je vous ai parlé d'autres problèmes où on a des ensembles d'objets, de mots,
dont on ne connaît pas vraiment l'ordre, mais qu'on aimerait bien représenter avec des techniques modernes de réseau récurrent, par exemple. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.